Radio PK. C'est ici que ça se passe. Bonsoir à tous et merci beaucoup à Radio PK de m'accueillir. C'est avec joie et un peu de stress que je vais vous présenter mes travaux. Donc mes travaux de thèse, je les ai réalisés c'est un projet en fait qui a été mené par l'Université de Guyane et le laboratoire Ecofob qui vise donc à la mise en place d'un nouveau écomatériau pour la Guyane. Et c'est un projet qui est principalement financé en fait par l'ADEME. Donc c'est en fait un projet qui rentre dans le contexte démographique de la Guyane avec une très forte croissance démographique qui est expliquée principalement par une grande fertilité avec plus de 3 enfants par femme et un grand nombre de femmes en âge de procréer puisqu'il y a 50% de la population qui a moins de 25 ans. Inévitablement, du coup, cette croissance démographique, elle engendre un fort besoin en nouveaux logements. Et on attend environ 4800 logements par an pour la Guyane. Donc actuellement, on est plutôt aux alentours de 1200 nouveaux logements par an, ce qui fait que chaque année, il y a de plus en plus de familles qui se retrouvent sans logement décent. Il y a à peu près 9 constructions sur 10 qui sont faites en blocs de béton creux, en parpaing. Et de quoi sont composés ces parpaings? Ils sont en fait composés de sable, de gravier, d'eau et de ciment. Et qu'est-ce que c'est que le ciment? En fait, c'est principalement composé de calcaire qu'on vient chauffer à très haute température. Et le problème, c'est que quand on vient chauffer le calcaire, ça vient directement émettre du CO2 dans l'atmosphère. Et puis en plus, l'énergie qu'on a besoin pour chauffer à 1400 degrés, c'est très important. Donc ça aussi, c'est très émetteur en CO2. Et l'autre problème, c'est qu'on n'a pas de calcaire en Guyane. Donc on vient en fait importer ce qu'on appelle le clinker, ce calcaire chauffé à très haute température. Donc on vient l'importer en fait ou de Colombie ou directement d'Hexagone. Donc ça engendre forcément des coûts environnementaux et économiques très élevés pour la construction. Donc il y a vraiment besoin d'une alternative locale, un matériau de construction local pour la Guyane. Et donc ça peut être fait avec en fait des matières qui sont géosourcées. Donc les matières géosourcées, ça va être par exemple du sol d'excavation. Donc c'est des déchets de chantier ou du sol qu'on vient directement extraire en carrière. Et il y a aussi d'autres matières qui sont les matières biosourcées. Donc les matières biosourcées, ça va être typiquement en fait des résidus agricoles. Donc là par exemple, c'est des troncs de bananiers qu'on peut directement récupérer dans les champs de bananiers. Quand on récupère le plant de banane, on coupe et ça fait des matières qui ne sont pas valorisées. Il y en a aussi d'autres, par exemple les sciures de bois ou les copeaux de bois qu'on peut trouver en Syrie et qui ne sont pas en Guyane par exemple valorisés. Et donc ces deux matières, les matières géosourcées et biosourcées, elles peuvent être utilisées donc, pour faire des matériaux de construction. Et ça c'est typiquement en fait le cas des matériaux en terre. Donc les matériaux en terre, qu'on appelle aussi les matériaux en terre crue, on vient en fait récupérer du sol inorganique. Donc parce que le sol est d'abord la couche végétale qui est directement sous le pied, qui sert à faire pousser des arbres et autre chose. Et en dessous, on a un sol qui est très pauvre en matière organique, qui ne peut pas servir à l'agriculture et qui donc peut être utilisé pour construire. Et donc pour faire ces matériaux, on va juste simplement en fait mélanger de la terre, de l'eau, éventuellement des matières organiques. Et on va venir en fait mouler ou compacter, on va mettre en forme en fait notre matériau, on va attendre qu'il sèche et quand l'eau sera évaporée, ça va faire gagner en résistance en fait notre matériau et on peut l'utiliser directement pour construire. C'est assez intéressant parce que déjà c'est un matériau qui est entièrement recyclable. Au moment de sa fin de vie, il peut retourner à l'état de sol et ne pas provoquer de déchets. Donc si on regarde un peu la composition des matériaux en terre, donc c'est composé en fait des différents grains qui constituent le sol. Donc on va avoir les plus grossiers, les graviers, les sables et les limons qui vont être maintenus dans une matrice argileuse. Les argiles, c'est en fait les plus petites particules du sol. Elles ont une taille, un diamètre qui est inférieur à 2 micromètres. Donc pour vous donner un ordre d'idée,
2 micromètres, c'est 50 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Et donc, ces argiles elles sont composées en fait de 2 types de minéraux. On a ce qu'on appelle les phyllosilicates et les oxydes. Dans ces matériaux, on a aussi des pores, donc en fait des trous qui vont être remplis soit d'air, soit d'eau. Et le fait d'avoir des réseaux de pores, donc des réseaux de trous, en fait, ils peuvent faire en fait passer l'eau. Et c'est aussi des minéraux qui ont une forte inertie thermique. Résultat, ça confère aux matériaux en terre un bon confort hygrothermique. C'est-à-dire que quand on est dans des maisons en terre, on reçoit, la température et l'humidité sont bien régulées, et du coup c'est un matériau qui est assez confortable, notamment qui est très utilisé dans les pays tropicaux. C'est aussi une alternative, donc les matériaux en terre, qui est durable. C'est montré déjà parce qu'il y a plus de 10% de la population mondiale qui vit encore dans ces constructions, et on les retrouve en fait sous tous les types de climats, que ce soit les climats arides, froids ou tropical humides, comme ceux de la Guyane. Quand on regarde où est-ce qu'il y a des traditions de construction en terre, on se rend compte qu'il n'y en a pas en Guyane. En Guyane, on était plutôt sur les traditions de construction en bois, mais on va les retrouver dans d'autres mêmes climats que ceux de la Guyane. Donc là, par exemple, je vous ai mis des photos de différents exemples, là, dans un climat froid, en Amérique du Sud, aux USA dans le sud, ici dans des climats arides, ou ici en Chine dans un climat tropical. Il existe de nombreuses manières en fait, de fabriquer ces matériaux qui vont changer en fonction de la localisation et des coutumes. On a ce qu'on appelle les techniques traditionnelles. Donc là, ça va principalement en fait, reposer sur la force de l'ouvrier qui va venir par exemple compacter la terre ou venir la mouler, mouler des briques, ensuite les laisser sécher au soleil et fabriquer des murs. Alors même si ces techniques elles ont montré leur durabilité, elles sont plus très adaptées à l'industrie de la construction d'aujourd'hui, parce qu'elles sont trop chronophages et laborieuses. Mais il y a aujourd'hui donc des techniques un peu plus modernes, comme par exemple la brique de terre compressée, et donc ça on a ça en Guyane avec l'entreprise La Brique des Guyanes. Ici on vient compacter de la terre avec de l'eau, mais on ajoute aussi du ciment pour avoir certaines propriétés de durabilité, notamment face à l'eau. Et une autre technique qui est assez intéressante, c'est la terre coulée, que je vais détailler plus en détail par la suite, et qui est très similaire au béton de ciment, et du coup qui porte un intérêt assez intéressant pour l'industrie. Mais donc le problème, c'est que ces techniques industrialisables, elles utilisent du ciment et qu'on n'en a pas en Guyane. Sans ciment, c'est un matériau qui est assez sensible à l'eau. Si on ne met aucune incorporation, ni végétale, ni rien du tout, et qu'il y a des grandes crues, on peut avoir une déstructuration totale du matériau, ou même avec l'impact de la pluie. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle peut s'infiltrer en fait à l'intérieur des réseaux de pores et déstructurer le matériau. Donc, l'objectif de ma thèse, c'était d'essayer de montrer la faisabilité de faire un matériau qui soit essentiellement géosourcé, et un petit peu biosourcé, qui permettent d'avoir des résistances mécaniques suffisantes. Donc on essayait d'obtenir des résistances supérieures à 2 mégapascales. Pour vous donner un ordre d'idée, les parpaings entre 2 et 8 mégapascales. On voulait avoir un process qui soit industrialisable, comme celui de la terre coulée, et on voulait une grande résistance à l'eau, notamment pour faire face à notre climat tropical humide. Donc je vais commencer par vous présenter les résultats sur la résistance mécanique. Donc déjà, il faut un peu comprendre d'où vient le sol. Le sol, c'est en fait l'altération d'une roche-mère. Donc avant, la terre est un caillou qui s'est en fait dégradé avec le climat, la topographie, aussi les organismes vivants et le temps, jusqu'à donc former le sol. Et ainsi, c'est un matériau qui va être très variable. Cette variabilité, on va la retrouver à la fois à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle régionale et même très locale. Ici, par exemple, on a un affleurement de la route d'Apatou. On peut voir qu'on a des couleurs très variées dans une très petite zone. Et ces couleurs, elles viennent en fait directement retranscrire la variabilité de la composition des sols. On se rend compte donc que c'est particulièrement compliqué de venir utiliser une matière qui va être très variable.
D'où vient la résistance en fait des matériaux en terre? Elle vient déjà donc de l'empilement granulaire, c'est-à-dire les proportions des différents constituants, les graviers, les sables et les argiles. Ensuite, c'est comment les argiles, donc les petites particules, elles vont être agencées, ce qu'on appelle la microstructure. Et c'est comment en fait ces argiles, elles sont reliées entre elles par des forces capillaires, en fait des joints d'eau qui viennent s'étaler à la surface de ces minéraux, et c'est ça qui va conférer la résistance aux matériaux. Là où les matériaux en ciment, comme le parpaing, ils vont être pratiquement toujours les mêmes, qu'on se trouve un peu n'importe où sur la planète, les matériaux en terre, eux, ils vont être en fait très dépendants de la composition du sol. Il faut donc en fait essayer de comprendre plus, de faire plus d'analyses pour arriver à avoir des matériaux avec des performances qui soient standardisées. Donc il y a eu pas mal de recherches déjà qui ont été faites pour essayer de comprendre comment, et si on prend un sol, on peut être sûr qu'il va avoir une résistance mécanique suffisante pour construire. Donc ces recherches, elles ont été en fait principalement faites sur des sols des zones tempérées. Et les recherches, elles ont montré qu'en fait, en fonction de la minéralogie des phyllosilicates, donc les grands minéraux plats que je vous ai montré tout à l'heure, en fonction de ces minéraux, on peut facilement en fait évaluer avec des essais simples qu'on peut faire en laboratoire, comme un essai où on vient mettre du bleu de méthylène. Et bien ça nous permet en fait d'avoir une bonne idée de la résistance mécanique, même si on a toujours un mélange de différents types de minéraux. Donc ça c'est très pratique. Sauf que pour les sols tropicaux, on n'a pas les mêmes minéraux. On a principalement comme phyllosilicate qui s'appelle la kaolinite, et par contre on a beaucoup d'oxydes. Les oxydes notamment de fer et d'aluminium qui vont d'ailleurs donner la couleur rouge aux sols tropicaux. Et donc nous, la question qu'on s'est posée, c'est avec quel test en fait et quels sont les mécanismes qui vont régir la résistance mécanique des sols tropicaux. Comme ça, on pourra donner des indications aux constructeurs pour savoir comment sélectionner les sols pour construire. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé récupérer des sols un peu partout sur le littoral. On en a récupéré plein, on a fait plein d'analyses et on a fabriqué beaucoup de blocs. Et avec, on a essayé en fait de voir s'il y avait des relations entre cette résistance mécanique et les tests de caractérisation qu'on avait fait. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que déjà les sols fonctionnaient d'une manière assez différente, contrairement aux sols des zones tempérées, et que c'était cette fois-ci en fait la quantité d'oxyde métallique qui allait régir la résistance mécanique. Ce qu'on a remarqué, c'était donc que plus on avait d'oxyde métallique, plus on avait une résistance à la compression élevée. Et on a réussi à dépasser notre critère des 2 mégapascals pour les sols du coup qui avaient beaucoup d'oxyde métallique. On a remarqué qu'il y avait un test relativement simple qu'on peut faire directement sur le chantier. C'est un test de pH où on vient juste ajouter une solution de chlorure de potassium et avec ça on peut avoir une bonne idée, une bonne prédiction de notre résistance mécanique. On a aussi remarqué que des tests comme de l'analyse infrarouge, c'est un test qui doit prendre je pense 3 minutes. On met une petite portion de sol sous la machine et on a directement en fait la quantité approximative d'oxyde de fer. Et donc ça, c'est des tests assez intéressants pour en fait nous indiquer si on a un sol qui va être bon pour construire ou pas. Donc pour conclure, la première chose à faire si on veut venir construire en terre, c'est d'analyser les sols. Regarder quels sols sont près de notre site de construction, faire des analyses et en fonction, déjà s'ils ont une grande proportion de fer, on pourra se dire qu'ils ont plus de chances d'avoir des bonnes résistances mécaniques. Ensuite, ce qu'on va proposer, c'est qu'il faut prendre un prélèvement qui soit assez important, parce que comme vous avez vu, il y a une grande variabilité. Donc même si on teste à un endroit de la carrière que le sol il est plein de fer, peut-être que 10 mètres après, c'est pas la même chose. Donc il faudrait prendre toute la quantité de sol qu'on veut utiliser, et ensuite la broyer, la tamiser, et ensuite l'utiliser. Donc on va maintenant voir une technique de mise en forme qui est la terre coulée. Donc la terre coulée, c'est assez intéressant comme je vous disais parce que c'est assez similaire au béton de ciment classique. En gros, on peut utiliser une toupie classique, on vient mélanger la terre, le ciment, etc. Ensuite, on vient regarder la consistance, donc ça c'est des essais terrain
dont les ouvriers sont habitués. Et ensuite, on peut donc venir couler dans des banches le matériau, venir vibrer, et ensuite on peut débancher. Le défi technologique en fait, qu'on a essayé de répondre, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire cette fluidification qui est suivie d'une solidification, et ça sans ciment. Donc, pour vous parler de comment ça fonctionne, le principe, c'est qu'on va utiliser des additifs, notamment un dispersant qui permet de fluidifier le sol, parce qu'il vient en fait déstructurer les particules d'argile, libérer les molécules d'eau, et ça fluidifie. Et ensuite, on ajoute un stabilisant, typiquement du ciment, qui va progressivement en fait réagir. Le ciment, en l'occurrence, il réagit avec de l'eau, et du coup, ça solidifie le matériau et on peut le démouler. Mais nous, notre objectif, c'était de ne pas utiliser de ciment. Il y a d'autres études qui ont montré qu'on pouvait utiliser des matériaux plus éco-responsables, notamment les tanins. Les tanins, c'est en fait des molécules de bois. Donc pour les extraire, on peut faire simplement en fait, chauffer dans de l'eau de la sciure de bois, et ça extrait les tanins. On a remarqué que si on mélange les tanins avec des oxydes de fer qu'on vient rajouter, on peut avoir en fait cet effet fluidification, solidification, parce que les tanins réagissent avec les oxydes de fer, forment des tanates de fer et solidifient le matériau. Alors nous, ce qu'on s'est demandé, c'est qu'on s'est dit, mais nous, les sols tropicaux, ils sont déjà riches en oxyde métallique. Alors, est-ce qu'on pourrait uniquement utiliser des tanins pour pouvoir faire notre process, et fluidifier, solidifier, comme ça, avoir un process encore plus à moindre coût et plus simple à gérer. Donc voilà, ce qu'on s'est demandé, c'était est-ce que les tanins, ils peuvent quand même fluidifier nos sols, bien qu'il y ait beaucoup d'oxyde métallique, et ensuite les solidifier. Donc pour cela, on a récupéré des tanins qu'on a importés, comme les tanins de châtaignier, parce que c'était pratique, et on a testé différents sols, et on a regardé la fluidification et la solidification. On a testé plein de dosages, plein de différentes formulations. Et ensuite, on a regardé est-ce qu'on avait l'apparition de ces fameux tanates de fer qui nous indiqueraient si oui ou non on a eu une solidification. Ensuite, on a testé des tanins locaux. On est du coup allé récupérer en fait de la sciure à la scierie de Kourou. On a pris des essences qu'ils utilisaient beaucoup, comme par exemple le wakapu, le wapa, la baillasse. On en a extrait les molécules, donc principalement des tanins, et on a fait des tests. Ce qu'on a remarqué, c'était qu'on réussissait à fluidifier donc, nos sols tropicaux avec des tanins. Mais que cependant, il fallait venir faire varier les dosages en fonction des types de sols. Si on a un sol qui est très riche en oxyde métallique, on va devoir ajouter plus de tanins qu'un sol qui est relativement pauvre. Après, on a regardé si on avait cette solidification, et du coup, on était assez content de voir qu'on avait cette solidification, et du coup, notre hypothèse de base a été vérifiée. Par contre, à 24 heures, parce que souvent, le béton, le ciment, on coule, et à 24 heures, on démoule et on a un moule. On a essayé de voir si on pouvait avoir la même chose avec notre process, mais on s'est rendu compte qu'à ce stade-là, la résistance n'était pas assez élevée. Donc du coup, il fallait continuer à travailler sur notre formulation si on veut demain construire des grands murs de l'eau. Et ce qu'on a vu, c'était qu'en fait, même si les sols vous avaient plus ou moins d'oxyde de fer, on arrivait toujours à avoir cette solidification, même pour les sols qu'on avait relativement peu. Donc ça, c'est assez prometteur dans le sens où on pourrait l'utiliser avec vraiment différents types de sols qu'on trouve ici. Et un de nos derniers résultats, c'est que le wapa, donc, qui est quand même une essence qui est très présente en Guyane, il y a des chiffres qui disent qu'il y aurait un tiers du volume de bois qui serait de cette essence. Bon, après, il y a plein de différents types de bois. Mais du coup, c'est quand même assez prometteur. Et en plus, ils ont plein de tanins. Donc, ils sont très riches en tanins. Et on a vu qu'on arrivait à faire du coup, ce processus où on venait fluidifier et solidifier notre sol. Donc, pour conclure, ces résultats qu'on a montré qu'on arrivait à faire le process de terre coulée en utilisant uniquement des tanins, notamment des tanins locaux, mais qu'il fallait toujours venir faire varier en fait notre formulation à notre type de sol. Et par contre, on a remarqué qu'il faut continuer à faire des études si on veut pouvoir vraiment mettre ça en application. Enfin, on s'est intéressé à la résistance à l'eau donc de nos matériaux. Donc, il faut savoir que si on n'utilise pas de ciment,
c'est bien sûr possible. Il y a des traditions ancestrales qui ont montré que l'utilisation de biostabilisants, donc d'extraits végétaux ou animaux, pouvait servir à renforcer la résistance à l'eau des matériaux. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont de plus en plus étudiées, parce qu'on a un retour vers tout ce qui est les matériaux biosourcés. Comment ça fonctionne? En fait, en fonction du type de biostabilisant qu'on va ajouter, ça vient soit, en fait, par exemple, remplir les pores, vous savez, les réseaux de trous dont on parlait au début, soit venir faire des interactions physico-chimiques, donc directement des réactions avec nos argiles ou nos oxydes. Cependant, l'efficacité de ces biostabilisants, elle est très dépendante du type de sol. Donc si on va prendre un biostabilisant, il va peut-être marcher avec un sol, mais pas un autre, donc ça complexifie bien entendu la mise en forme de ces matériaux. Et deuxièmement, un autre problème que peuvent avoir ces matériaux, c'est qu'en présence de grande humidité, donc ce qu'on va par exemple avoir ici en Guyane, on va avoir l'apparition de moisissures. Le problème, c'est que ces moisissures, qui vont en fait se développer en venant manger les matières organiques, elles vont être un danger pour la santé parce qu'elles émettent des spores qu'on va respirer qui vont nous faire des troubles respiratoires. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que par contre, il y avait un essor pour ce qu'on appelle les mycomatériaux, donc les matériaux à base de champignons. Donc comment ils sont fabriqués? Ces matériaux, ils sont fabriqués soit pour faire de l'isolation, pour faire du packaging, et on vient en fait stériliser un substrat fibreux, par exemple de la paille, on vient inoculer un certain type de champignon, on le fait croître, et ensuite on l'inactive thermiquement, on le tue, pour plus qu'il mette des spores. Et donc, ces matériaux, ils ont aussi un grand intérêt, c'est qu'ils sont naturellement hydrophobes. Et donc, ils sont hydrophobes parce que le mycélium, donc qui est en fait qui est la partie végétative du champignon, elle est structurée par des protéines. Donc en fait, la paroi des couches du mycélium, elle est formée de protéines qui sont hydrophobes. Et donc, nous, ce qu'on s'est demandé, c'est qu'on s'est dit, mais du coup, vu que les moisissures, c'est aussi des champignons, est-ce que si on fait naturellement croître des moisissures sur des matériaux qu'on a amendés de matière organique, et qu'ensuite on inactive thermiquement pour les tuer et plus que ça affecte notre santé, est-ce qu'on n'aurait pas un matériau qui serait plus résistant à l'eau, parce qu'on aurait ce mycélium hydrophobe qui pourrait venir se mettre dans les plantes. Et donc pour ça, on a pris différents types de biostabilisants qu'on a trouvés en Guyane, par exemple des extraits de cactus ou de l'herbe ou même des tanins. On est venu le mélanger avec 2 sols différents pour voir si ça marchait avec différents types de sols. Et on a fait à la fois une cure sèche, donc pour pas qu'il y ait de moisissures, et une cure humide pour qu'il y ait beaucoup de moisissures. Ensuite, on a caractérisé ces moisissures, on a inactivé donc, nos moisissures, et on a regardé si nos matériaux ils étaient résistants et résistants à l'eau. Ce qu'on a remarqué, c'est que dès qu'on a ajouté des biostabilisants, après notre cure humide, ça avait complètement moisi. Les moisissures, elles allaient différentes en fonction de la matière organique qu'on avait ajoutée. Mais après inactivation, en fait, on pouvait, donc après les avoir chauffés, on pouvait simplement dépoussiérer nos briques, entre guillemets, et on avait des matériaux qui ne ressemblaient pas à des matériaux moisis, ce qui était intéressant. Et ce qu'on a remarqué, c'était que quand on les mettait dans l'eau, on avait une résistance à l'eau qui était vraiment assez surprenante et vraiment intéressante pour les matériaux en terre. Donc là, par exemple, c'est nos différents additifs, mais sans mycélium, donc après la cure sèche. Donc on voit qu'au bout de 2 heures, on a pratiquement tout le temps une déstructuration de notre matériau. Par contre, pour nos matériaux où il y a les champignons, les moisissures qui ont poussé, on voit qu'on a une grande résistance à l'eau. Là, pareil, on a fait faire un peu des espèces de douches à nos matériaux. On peut voir ceux qui avaient, on avait fait croître du mycélium, ils avaient une grande résistance comparée aux autres. Et du coup, pour conclure, déjà, c'est que si on utilise des matières organiques dans les matériaux en terre, ça peut potentiellement moisir et du coup, ça peut potentiellement être un danger. Donc il faut prendre ça en compte si on veut faire ce genre de matériaux. Deuxièmement, c'est que le mycélium de moisissure, qu'on a vu aussi
par des coupes micrographiques qui s'étaient bien en fait, qui étaient bien venues se mettre à l'intérieur de nos corps, même au milieu de notre matériau, semblait bien augmenter notre résistance à l'eau et du coup est très intéressant, mais que maintenant il faut étudier ça plus en détail. Donc pour conclure, on a remarqué qu'on arrivait à avoir notre objectif de résistance mécanique élevé et que ça dépendait en fait de la quantité d'oxyde de fer de nos sols. Et qu'il y avait des tests simples comme le pH ou l'infrarouge pour les mesurer. Après, on a plein de perspectives, comme par exemple aller vérifier ça sur des sols tropicaux d'autres régions du monde, ou essayer de comprendre vraiment c'est quoi les minéraux qui viennent jouer sur notre résistance, s'il n'y a pas d'autres facteurs. Pour notre process moderne de terre coulée à base de tanins, on a vu qu'on avait de forts potentiels, on arrivait bien à avoir notre côté fluidification et solidification, mais qu'à ce stade, les résistances à 24 heures elles étaient trop faibles, alors il fallait qu'on fasse d'autres tests, peut-être démouler en plus de temps, essayer de comprendre aussi quels sont les minéraux, quels sont les types d'oxydes métalliques, de fer, d'aluminium, etc. qui allaient jouer, et aussi de voir s'il n'y avait pas d'autres molécules dans nos extraits de bois qui pouvaient aussi jouer et être intéressantes. Et enfin, pour la résistance à l'eau, on a vu qu'il y a un fort potentiel d'utiliser en fait le mycélium de moisissure inactivé, ça pourrait être un process vraiment assez simple à mettre en place. Maintenant, il faut qu'on regarde, par exemple, qu'on vienne vérifier notre qualité de l'air. On peut faire de nombreux différents tests sur les effets du process, comme stériliser, inoculer des types de champignons prometteurs, etc. Ou faire de l'analyse, et aussi faire de l'analyse de cycle de vie pour voir si ce sera un matériau qui pourrait être intéressant pour la Guyane. Donc voilà, donc pour conclure, mes travaux ils ont pu montrer qu'il y avait un fort potentiel pour utiliser les matières géosourcées et biosourcées en Guyane, mais que maintenant il fallait que en fait, les entreprises et les acteurs de la construction ils y croient aussi, ils aillent dans cette direction, ils travaillent avec l'université pour essayer de développer et de mettre vraiment concrètement ce genre de matériaux en place. Merci. Radio PK